Certains ont réclamé sa démission. Certains ont réclamé sa tête. Mais, toujours droit dans ses bottes, le Premier ministre Choguel Maïga a décidé de rencontrer la classe politique. Dans l'AES, l'actualité politique est dynamique et il y a toujours de quoi à vous servir. On écoute ici le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est parti, partagez la vidéo massivement et mettez le cœur et les j'aime. Merci. Par un heureux hasard de circonstances, le président m'a appelé un jour. Il me dit, écoute, je suis invité à prendre la parole à la 77e session des Nations Unies. Je veux que tu ailles me représenter. Il dit, président, mais ça c'est une très grande responsabilité. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Il me dit, je vous fais confiance. Et vous savez ce que les Maliens pensent. Il n'a même pas cherché à lire mon discours. Généralement, quand on fait ces choses-là, on montre les discours au président, il censure. Partagez la vidéo aussi. Et ce discours-là, j'ai appelé mon conseil diplomatique à domicile. Je lui ai donné les éléments, il a écrit. Quand il a fini, je lui ai dit, ce discours-là, personne ne doit le voir jusqu'à ce que je le prononce. Les abandons en plein vol, là, ça c'est pas diplomatique là. Ça c'est la politique, il faut écrire. On est allé là-bas. À New York, j'ai appelé le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur. J'ai dit, regardez-moi ce discours-là, ce qui n'est pas bon là-dedans, à bas foyer, que je n'avais pas dit de bêtises demain. Ils ont lu. Diplomatiquement, c'est bien, mais cette histoire d'abandon de plein vol là, je leur ai dit que ça c'est politique. Donc j'ai pris mon discours, j'ai mis dans ma poche. Arrivé là-bas, on prend son discours, on l'amène 10 minutes avant. Moi, j'ai dit que personne n'amène mon discours. Je le garde à main. Quand je suis arrivé au micro, j'ai sorti de ma poche. J'ai lu mon discours. J'ai fini, j'ai dit au ministre, moi, je suis malade parce que j'avais le rhume. C'était le moment du Covid. Je suis allé me coucher. J'ai dit, si ce n'est pas le président, il ne faut plus me réveiller. Donc, le matin, je me suis réveillé. Le ministre qui parle toutes les langues, il me dit, mais... J'ai dit, mais quoi? Il dit, mais cette histoire d'abandon en plein vol là, lui, il a vu les Japonais, les Australiens, les Indiens, les Français, tout le monde. Et la cour était pleine de journalistes. J'ai dit, faites rentrer les Français d'abord. On les a passés à la queue le lieu. Le soir, j'ai pris mon avion, je suis parti à Paris. Parce que je devais rencontrer les Maliens de France. Arrivé à Paris, la première des choses, on m'a retiré l'escorte. Vous savez, un premier ministre, quand tu viens, ta voiture est escortée. L'ambassadeur était très gêné. Il me dit, bon, il n'y a pas d'escorte. J'ai dit, tu sais, moi, je suis venu du village. Je peux même prendre du volant. Donc, Angasanga Hôtel Ladron. On est arrivé à notre hôtel. Quelque temps après, on me dit que Jean-Yves Le Drian me demande de recevoir son adjoint. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Il est venu avec ses conseillers. Kampakabaga. Il me dit, vous savez, vous êtes rentré raconter des histoires à l'ONU, comme vous allez, c'est en plein vol. Et puis d'ailleurs, vous comptez sur les Russes. Moi, j'étais chez les Russes au mois d'août. Ce que vous demandez là, ça n'aura pas lieu. Il faut faire attention, plein de choses. Quand il a fini, chez moi, ça n'a pas été long. Je dis d'abord, les Russes, vous les avez vus en août. Moi, je viens de voir le Russe en septembre à New York. Il nous a dit que tous les engagements pris seront respectés. Donc, vos informations sont caduques. Hein. Deuxième chose, ce que je vous demande, il faut que vous changiez de logiciel en France. Au Mali, là, vous n'avez plus les mêmes dirigeants qu'avant, qui étaient heureux quand vous les flattez. Assimi Goïta, il quitte Kati et dans son bureau. Moi, je vais dans mon bureau à 5h36. Je n'ai pas besoin d'appréciation de la communauté internationale. J'ai besoin de l'appréciation des Maliens. La deuxième chose, ne vous trompez pas des peuples. Il y a des peuples africains que vous avez colonisés en 6 mois. Chez nous, vous avez mis 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 à Saboussiré au 16 mai 1920 à Ndramboka. 38 ans de guerre pour soumettre mon peuple.
Et même pendant les 70 ans de colonisation, ils n'ont jamais eu la paix. Quand ce n'est pas les Bobos, c'est les Dogons, c'est les Mianka, c'est les Touaregs, c'est les Sarakolé. Les révoltes n'ont jamais cessé. Donc on est un peuple réfractaire à la suggestion. Je dis enfin, vous voyez l'hôtel où je loge. Avant, les gens ne logeaient pas ici. Ils venaient dans des hôtels de 10 000 euros, 6 000 euros. Moi, je viens du village. Je voulais juste dormir. Quand vous venez trouver les Africains dans des hôtels très chers, là, quand vous quittez, vous vous moquez d'eux. Parce que vous vivez sur des ressources publiques. Vous n'allez jamais loger dans un hôtel de 6 000, 10 000 euros. Ces hôtels-là, c'est pour les stars de télévision, des journalistes et autres. Donc vous n'avez pas les mêmes dirigeants au Mali. Vraiment, je vous demande de changer de logiciel. Si vous voulez qu'on s'entende. Il a pris ses bagages, il est parti. Moi, je suis venu le lendemain à Bamako. La suite, vous la connaissez. Depuis Washington, on m'a dit, oui, les gens veulent vous accueillir à Hero. Moi, je connais les Maliens. Ibo Kedron, Nafiki Dobeouli. Pas dire au président, hey, ce politicien-là, ça lui est monté à la tête. Hein. Depuis qu'il est venu de New York, maintenant, là, il croit qu'il est président. Nakamogo Tarakaso. Moi, j'ai dit aux gens, d'abord, que mon cabinet ne s'implique pas dans cette affaire-là. Ceux qui vont venir vous demander des moyens de mobiliser les gens, la deuxième chose, de l'aéroport, là, je vais à Koulouba. Celui qui m'a commissionné là, c'est à lui que je vais rendre compte. Je ne vais pas aller à la maison de Baradi Nafikouma, Kata Mounoumounou Kafoye, Imaye, c'est des faux types. Maintenant, il a commencé qu'il est populaire. On est à la compte rendu cahier. Kabonya Sigi Alema. Parce que si jamais il ne m'avait pas donné la confiance d'aller, je n'allais ne compter que mon bonheur là, Kabo Malien là. Ntara foye. Comme madame n'est là. Tout le reste que vous voyez là, Basso Bala, premier président imperturbable, et premier ministre à Dessera, comment tu as m'en faux. Nous, on continue à travailler seulement. Donc, les assises, le triumvirat là, s'est mis à préparer les assises, carburées. J'avais même dit au président qu'on va les tenir en août, mais on n'a pas pu. Et le 25 septembre, au moment où la communauté malienne en majorité décidé ici qu'ils vont tenir les assises, c'est le même jour que j'ai lancé la bombe à fragmentation là-bas, Balabadala, qui nous a laissé en plein vol. Laisser en plein vol, c'est un euphémisme. Quand vous êtes dans un avion, quelqu'un vient ouvrir la fenêtre, il vous jette dehors, il vous a trahi. C'est comme des soldats qui vont au front, un vient par derrière tirer dans le dos de l'autre. Mais il y a une trahison, c'est un peu dur. Mais les gens ont compris. Voilà les choses. Pendant ce moment, le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires étaient en train de préparer ce que nous avons appelé la grande offensive militaire, qui est déclenchée à la mi-décembre, juste quelques jours avant l'ouverture des assises. Et on a porté l'estocade dans les sanctuaires des terroristes. Partout ils ont leur base, on est allé là-bas. Parce qu'avant, ils venaient tuer les gens, on est parti brûler les carburants, brûler leurs animaux. Ça, c'est le rôle de l'armée. Les assises finissent le 31. Le même jour, le président nous réunit à Koulouba. Le même jour, il fait une délégation pour aller voir les gens de la CEDEAO. Le peuple demande 5 à 10 ans. Nous, on dit on donne 5 ans à négocier. On va là-bas, ils nous jettent. Vous êtes des enfants. C'est-à-dire, ils font comme si ce n'est pas des États. C'est comme des petits qui sont venus demander leur prix de condiment. Il faut un sommet. Ils nous sanctionnent. Et une partie du M5
qui savait qui pensait qu'on allait chuter, fait une longue tribune le vendredi 7 janvier pour dire que rien ne va au M5. Rien ne va au Mali. Rien ne va dans le gouvernement. Ils ne se sont pas battus pour ça. Quand le courrier est venu, j'ai dit au vice-président, il faut le garder. Le dimanche, l'embargo survient. Vous avez écouté notre communiqué et on a décidé de faire la politique en ce moment. On a convoqué un conseil extraordinaire, le président l'a convoqué. Ce conseil a décidé de deux choses. Appeler les Maliens à sortir le 14 janvier, vendredi, et élaborer un plan de riposte pour tenir 1 an et plus. De là-bas, on est descendu au conseil des ministres. On n'a pas travaillé. On a élaboré le plan là, on l'a remis au président le mercredi. Le président a convoqué un conseil national de défense avec tous les officiers supérieurs qui ont analysé, examiné. On a adopté la version finale et j'ai retiré toutes les copies et je les ai remis au président, qui était seul détenteur des cartes à sortir au fur et à mesure. Et c'est de là-bas que je suis venu au meeting que vous connaissez. Ce jour-là, en réalité, beaucoup ne croyaient pas. Même dans le M5, le M5 a refusé. Il y a des gens du M5 qui disent que l'état là, on n'est pas organisé. Donc les gens se sont dispersés. Certains ont été, d'autres n'ont pas été. Mais c'est le peuple malien qui s'est organisé. D'ailleurs, certains du M5, quand ils ont appris que ça marchait, ils ont été faire des selfies là-bas pour que l'histoire retienne que Ouloufana Kumba là. Et c'est le peuple qui a organisé. Ils ont trouvé un coordinateur qui s'appelle Alaï Bokoum, qui était dans un mouvement qui s'appelle MDP, qui ont quitté les M5 eux aussi. Et on a fait 4 millions de Maliens. En réalité, ça c'est de la politique. Parce que c'est ce jour-là que le destin de la transition s'est joué. Si les Maliens avaient refusé de sortir ce jour-là, on allait savoir qu'ils ne veulent pas de cette transition. Mais à partir de là, il y a des pays qui ont écrit discrètement à leur pays, ils disent ces gens-là, ils ne sont pas impopulaires comme on le pensait. La suite, vous la connaissez. Jusqu'à ce qu'on a tenu. Mais on avait toujours Kidal dans le mire. On est arrivé à la conclusion que l'ensemble des forces internationales que vous voyez, c'est une camisole de force et un sac qu'on a mis sur la tête du Mali. Tout le reste, c'est des variantes. C'était prévu que dans 20-30 ans, le pays se désagrège. Et c'est fini. Parce qu'il y en a qui voulaient refaire les frontières de l'Afrique. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai un document où en 2000, les Français ont fait une réunion stratégique à Abidjan. Ils ont demandé est-ce qu'à l'horizon 2015, on ne va pas amener des forces européennes dans le Sahel. Est-ce que vous savez que ce jour-là, c'est un Malien, un responsable malien, le premier qui a pris la parole pour dire aux Européens que c'est nécessaire que l'Union européenne déploie des forces militaires au Sahel à l'horizon 2015. Pour vous dire qu'on avait une élite qui était convaincue que pour réussir, il faut être en accord avec les Européens. Toutes les cartes blanches ont été données. Donc les Européens ont multiplié les missions pour nous embrouiller. Barkhane, disons, MINUSMA,
Barkhane, G5 Sahel, Takuba, EITM, ECAP, que sais-je encore. Première chose, EITM et ECAP, là, on leur a dit de prendre leur bagage et quitter chez nous. On a récupéré notre base militaire, notre école de Koulikoro. La deuxième chose, on a dit, Takuba, là, qui vous a dit de venir? Il dit que c'est l'ancien président. On a dit, mais lui n'est plus là. Et d'ailleurs, le document que l'ancien président leur a donné, il y a un paragraphe qui dit là-dedans que même quand vous venez, vos opérations militaires doivent être convenues avec l'armée malienne. Vous êtes venu, vous n'avez convenu avec personne. Donc, Aïbanga Djamanala, Kokulutebo, Balaba, Yafou Kouteta, que le Mali c'est pour eux. Mais leur parlement là-bas leur a dit, mais les gens vous disent de quitter leur pays, il faut quitter. Ils ont fini par quitter. Takuba Sara, Alakahinala, Kadayorosma. Après Takuba, on a dit qu'on va monter d'un cran. Parce que nous avons notre stratégie, il fallait détricoter cette chemise-là, méthodiquement, de façon surprise souvent et inattendue. Takuba est parti. G5 Sahel avait son tour chez nous. La réunion approche. On veut faire les invitations. On nous dit non, attendez d'abord. Nous payons 400 millions par an de cotisation. G5 Sahel. Et on se rend compte de quoi? L'argent du G5 Sahel, c'est un pays qui va collecter chez les pays arabes. Quand ils collectent 100 millions, ils mettent 90 millions en poche. Les 10 millions, on peint des vieux équipements chez eux. On vient donner aux G5 Sahel. Si tu es un militaire, tu te mets à broncher là. Ils vont voir le président démocratiquement élu. On dit que toi, tu voulais faire un coup d'État. On te prend, on te met au Niouf. Donc, l'État, comment faut tourner? Ou bien on t'invite avec qui vous savez, et vous ne parlez plus. Il y a un chef d'état-major qui m'a dit qu'il y a des équipements venus de G5 Sahel. Ils ont mis leurs militaires là-dedans. Ça s'est sectionné, le militaire a eu les deux pieds coupés. Parce que c'est un vieux équipement qu'on a repeint en réalité. Donc G5 Sahel, notre président leur a dit, écoutez, si notre date arrive, réunion Maquet, Nimbe-Bola Bebenado, la date est arrivée, un président extra-africain nous dit de ne pas tenir. Or, G5 Sahel, c'est Mauritanie, Burkina, Niger, Tchad et Mali. La date est arrivée, ils n'ont pas donné. Nous avons fait une lettre pour dire qu'on a signé l'acte de décès, en tout cas au Mali. À Sarah. À la Madaïrosma. Il est mort de sa belle mort, on n'en a plus parlé. On ne sait même pas où est-ce qu'il est enterré. G5 Sarah, Machitado Sarah Yoromina, Chou Tara Yoromina Machitado. Maintenant, il nous restait Barkhane. Ils ont préparé en profondeur faire un affrontement avec nos militaires, profiter pour détruire notre flotte aérienne. Quand nous avons su ça, le ministre de la Refondation et nous-mêmes, et le M5 de Gao, on a préparé une opération stratégique. On a envahi leur base la nuit, ils ont fui. Finalement, c'est à la frontière du Niger qui nous ont dit qu'ils ont quitté. Ils n'ont même pas eu le temps de calibrer leurs armes, ils ont même oublié certains. C'est comme ça qu'on a chassé Barkhane. Il n'y a pas eu de bagarre avec nos militaires parce qu'il n'y a plus de quoi faire la bagarre. Donc le peuple malien les a chassés proprement. Il restait maintenant la MINUSMA. MINUSMA, les diplomates défilent dans mon bureau. Est-ce que la MINUSMA là, qu'est-ce que vous allez faire? Moi je lui ai dit qu'on ne sait pas, on attend que le ministre des Affaires étrangères nous dise ce qu'il faut faire. Sachant bien que le ministre des Affaires étrangères
ne fait que dire ce qui est décidé dans le pays. Mais la décision, ce n'est pas lui, c'est le président. Le président est le vrai chef de la diplomatie. Et donc un jour, le président nous réunit tous ses collaborateurs immédiats. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Conclusion, départ immédiat. Le soir, le ministre prend l'avion. Il débarque à New York. L'aménagement, il vient avec deux choses. Nous avons les preuves que ce sont eux qui larguent les armes, les nourritures, le carburant aux terroristes pour tuer nos populations. Nous voulons les exposer. Si on les expose là, tout le monde va se révolter contre eux. Deuxième chose, il faut quitter notre pays sans délai. Il a fait Paraou là-bas. Il y a eu des gens qui ont eu des syncopes ici, à Bamako. Parce que personne ne s'attendait à ça. Et certains ont dit, hey, les Maliens là, vous savez, ils aiment beaucoup faire le fanfaron. Il y a des pays depuis 2018, ils ont dit aux forces internationales de partir, les Maliens ne pourront rien faire. Nous, on est rentrés. Et de façon méthodique, nous avons décidé ce qu'il faut faire. Il faut quitter de façon organisée, c'est-à-dire de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée par nos forces armées. Personne ne viendra nous dire qu'il Deke. Maintenant, ils sont allés se concentrer à Ber. Parce que c'est à Ber qu'il y a les checkpoints, il y a tout ce qu'ils font là-bas depuis 10 ans. Ils ont préparé une grande opération militaire. Ils ont infiltré la ville avec des blindés, de tout. Nous aussi, on s'est préparés. On a pris Ber. On leur a cassé les reins. Leur chef d'état-major, il est mort là-bas. Les autres ont fui en Mauritanie. Allah ka dawra suma. Nena la gaina to nuna ne kon sentala. Behinu la be atehinu la ne tado. Donc c'est comme ça qu'on a pris Ber. Quand on a pris Ber, ils se sont dit, mais ces Maliens-là, ils font tout ce qu'on n'attend pas. Maintenant, on a mis le cap sur le nord. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Vous savez que dans la population, c'est ça que je veux que vous compreniez. Dans un pays, vous avez 3 groupes de personnes. Vous avez le peuple, c'est entre 80 et 98%. Vous avez ceux qui gouvernent, c'est 1%. Ceux qui s'opposent, c'est 1%. Les deux groupes-là se battent chacun pour avoir l'assentiment des 98% là. Si vous les avez, vous faites votre coup d'État, vous faites vos élections, vous faites votre révolution, en tout cas c'est le peuple. Nous on s'est dit dès le départ que nous on fait de la politique. Hein. Ceux qui sont venus faire de la politique parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est pas la même chose qu'ici. Assimi a fait toute sa vie au nord. Moi ça me fait 40 ans d'activité politique. Donc, on a dit les centres de gravité du pouvoir de la transition, c'est les 98% là. Et le président nous le rappelle régulièrement. Faites tout pour avoir les 98% là avec nous. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les services secrets de 2 pays étrangers ont décidé de nous couper de 98%. Ils ont mis Tombouctou sous embargo. Ils ont attaqué les bateaux Tombouctou. Ils ont fait une révolte dans le camp de Gao à la même période. Et il y a des journalistes ici, des hommes politiques. Ah oui, il nous faut la paix. Ces dirigeants-là sont trop belliqueux. Alors que les mêmes savent qu'on a fait tout le temps à chercher la paix. Dieu merci, la population n'a pas cédé. Les gens de Tombouctou sont restés stoïques. Jusqu'à aujourd'hui, ils vivent l'embargo. Les gens de Rarous, Bamba, Gao, ils sont restés stoïques. Dans leur pirogue, ils ont transporté les corps. À Gao, pendant qu'il y avait les explosions dans le camp, l'imam Oumar Al-Mahdi, il haranguait les foules. Il dit que les touristes doivent savoir que 2024 là n'est pas 2013. Ils vont les trouver ici. Les femmes de Gao sont sorties, ils ont attaché leurs pagnes et balayé la ville pour chasser les rebelles. Donc les 98% là,
Personne ne les a eu. Ils sont restés avec nous. Et après, on est monté à Nefis. À Nefis, depuis 2013, on ne les a pas. On les a chassés, il n'y a même pas eu de bataille là-bas. Et maintenant, Kidal. C'est là-bas les nœuds gardiens. Toute la bataille de la transition, c'est pourquoi j'ai fait ce long développement. Ça devait finir par là-bas. Tant qu'on n'aura pas pris Kidal, chasser les narcotrafiquants, tous les discours, on va changer de président, élection démocratique, Kirikara, avec faux, tout est du faux. Donc on s'est préparé pour Kidal, eux aussi se sont préparés. Départ ordonné, coordonné et sécurisé. Donc on se donne rendez-vous un jour à 8 h. On arrive à 8 h, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 h. Donc ce n'est plus ordonné, ce n'est ni ordonné, ni coordonné, ni sécurisé. On se rend compte de quoi? Tous les blindés, les armes lourdes ont été transférés discrètement aux terroristes pour que ça soit l'hécatombe pour l'armée malienne. Tout a été miné pour que les Maliens meurent là-bas comme des mouches. Mais le président de la transition, qui est le chef, sous ses ordres, le ministre de la Défense, avec le calme olympien qu'on lui connaît, les chefs militaires qui sont toujours effacés, mais très efficaces. Nos soldats sur le terrain, moi j'ai visité des éclopés, des gens qui sont blessés à vie. Ils ont fait preuve d'un art militaire que j'ai dit doit être enseigné dans les grandes écoles militaires. Nous avons détruit tous les blindés qu'ils ont laissés avec ces gens. On les a tous détruits, un à un. On a déminé tout Kidal. On est rentré dans Kidal. Le 14 novembre 2024. Et c'est ce jour en réalité que le Mali a recouvré son intégrité territoriale, sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et ces bandits-là ont fui en ce moment pour aller discuter avec les services secrets français, leur dire qu'ils ne savent pas ce que nous avons. Nous n'avons que Blema Kani, Bima Kani, Ode Bamboro. On a pris Kidal. Ils ont pris certains pour aller faire une rébellion à la frontière, qui est dans les autorités intérimaires. On l'a envoyé au repos éternel là-bas, d'après le ministre de la Défense. Allez, Reko, Agnana Borantado, on a reposé ou bien comment? En tout cas, c'est éternel. Donc, voici la situation. C'est important que vous le sachiez. Quand on est dans ça, ou celui qui vous dit d'aller aux élections, vous ne parlez pas le même langage. Donc beaucoup de partis ont eu l'impression qu'on les négligeait, qu'on ne leur parlait pas. On ne peut pas venir tout dire. Et d'ailleurs, les gens ne comprenaient pas. Les gens étaient convaincus qu'on ne peut pas aller sans la France. Même les militaires, les civils, on a formaté les cerveaux. Ni francité, entre ces fouilles-là. Imaginez-vous, quand je suis devenu Premier ministre, j'ai fait deux choses importantes. Dès que je suis rentré dans mon bureau, j'ai demandé les ordres de mission. J'ai trouvé les ordres de mission du ministre de la Défense qui était là depuis 3 mois. On l'empêchait d'aller à Moscou. J'ai signé tout de suite, j'ai dit il faut lui dire de voyager le même soir. La deuxième chose, le lendemain, j'ai appelé un ami que je rencontre depuis 2013. Je lui dis, un jour va venir dans ce pays-là. Des patriotes vont nous donner notre pays. On garde les contacts, je l'envoie chez certains officiers que je connais. J'ai fermé ma porte, j'ai dit, maintenant là, Ouattara, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces jeunes-là réussissent? Parce que si jamais ils ne réussissent pas, moi en tout cas, je quitte la politique. Il me dit, hey, Ebi Kounfeo, le Mali là, il ne sera plus jamais comme avant.
qu'on leur a dit depuis 2016. Depuis 2016, à Forouillé, il faut vous préserver. Ne vous tuez pas pour rien. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Menaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays riches dont vous entendez parler. Donc, Toubabou Tebou, les Français ne quitteront jamais, l'Union européenne ne va jamais quitter Menaka. Donc, à Konema Hey, ni kita nyini, ni kewati sarai betaga. Nko ere de kodi, quoi tiens là. Il ne croit pas que le Mali peut être comme avant. Moi, je l'ai accompagné à la porte. Il y a un numéro de téléphone là. Pour qu'on gagne le tout. Et puis à partir j'ai compris que je ne peux pas aller dans le feu avec ce monsieur-là. Mais je vous dis, beaucoup ne savent pas. Moi, je connais ma conviction. J'ai quitté le gouvernement en 2016. Les ministres peuvent témoigner, le DG de la SE peut témoigner, parce qu'on a vendu notre pays. 3 personnes ont été aux Nations Unies avec des documents dont la finalité c'est la vente du Mali. Ce que les rebelles n'ont pas eu par les armes, ils n'ont pas eu par des négociations, ils sont allés leur donner ça sous la table pour préserver leur régime. J'ai dit au premier séjour là, je quitte le gouvernement, je ne ferai plus le porte-parole. Et donc, cette fois-ci, j'ai eu la conviction, la certitude que le président de la transition, le ministre de la Défense, qui ne parle pas, le président du Conseil national de transition, malgré tout ce que les gens disent, le directeur des services de sécurité, malgré tout ce que les gens disent, tous leurs défauts, ça c'est autre chose. Vous savez, chaque homme a des défauts. Mais vous regardez l'essentiel. Tout ce qu'on a convenu à Kati au lendemain du 24 août, ils n'ont pas changé d'un iota là-dessus. Quand j'ai été présenté le programme d'action gouvernementale au CNT, il y en a qui m'ont vilipendé là-bas. Ils ont même me demandé si je vais démissionner pour m'énerver. Moi, je leur ai dit que je n'ai pas besoin de démissionner. J'ai remplacé quelqu'un. Un jour viendra, quelqu'un d'autre va me remplacer. Moi, je ne vais pas venir dire tu démissionnes. 3 jours après, tu démissionnes. On a vu les premiers qui ont fait ça ici. On dit Tayoroshi, après ils ont démissionné. On commence à connaître tout faute. Ninga wati se rampetaga. Il doit remplacer, doit venir remplacer. Et c'est la volonté de Dieu, né ou de fouiller. Ils ont tout fait pour m'énerver. Mais ce jour-là, le président de du Conseil national de transition, beaucoup n'ont pas remarqué, mais moi je remarque, il a pesé de tout son poids pour faire passer le programme d'action gouvernementale. Ça veut dire qu'il est resté chevillé aux engagements qui ont été pris. Maintenant, ce que les gens disent, ça c'est autre chose. Moi je ne regarde pas ça. Le président, si je ne suis pas d'accord avec lui, moi je lui dis. Ce n'est pas les prémices qui viennent vivre, même si vous êtes d'accord, tout est d'accord. Moi je ne suis pas comme ça. Hein. Si je ne suis pas d'accord, je vous dis. Mais c'est lui le chef. C'est lui qui a été investi par la Cour suprême. Moi j'ai été nommé par décret. Donc Nasera Yorodola, il va aller là. Nama kotonyo wantala de Jamanajo. Mais dans les 99%, quand on discute des questions, ce qu'il me dit, je l'analyse. Je me rends compte qu'il a un bon sens paysan. Il a raison. Le ministre de la Défense, lui, il ne parle pas beaucoup. Mais tout le monde voit que les drones qu'on aligne à l'aéroport,